Avec plus de 3700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe coopératif Dinaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe coopératif Dinaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied Ferme. Aujourd'hui à l'émission Le Pied Ferme, on parle d'agriculture biologique et de certification biologique. Nos invités, M. Bélanger de Ferme La Source et aussi Mme Gravel d'Écossaire, vont nous expliquer comment ça fonctionne, la certification. Bonne émission! M. Bélanger, vous êtes copropriétaire de la Ferme La Source. Pouvez-vous nous expliquer l'entreprise, quel est le but de l'entreprise exactement? Ah, ben nous, c'est simple. On a voulu, dans les années 80, parce que ça fait déjà 30 ans qu'on a commencé dans le domaine, on a voulu présenter une alternative à la production industrielle. On se rendait compte que la nourriture elle pouvait être critiquable d'un point de vue de tous les pesticides qui étaient utilisés. Puis ces pesticides-là se ramassaient aussi dans l'environnement. Donc, on voulait être une alternative au mode de production agricole conventionnel qu'on appelait chimique un peu dans ce temps-là aussi. Fait que c'est vraiment notre but, c'est de vivre ici des ressources du milieu tout en les exploitant rationnellement. Ici, au niveau de la ferme, vous avez la production d'œufs de consommation et aussi des produits végétaux. Oui, la ferme était assez variée. Au début, on avait aussi des chèvres. On a d'ailleurs commencé avec les chevaux de trait pour travailler sur la terre. On a été pendant plusieurs années qu'on n'avait pas de tracteur. Ça fait partie de la marginalité qu'on voulait avoir, puis aussi du goût de travailler avec des méthodes traditionnelles. Là, il y a un côté où, vous savez, à Sainte-Perpétue, ici, on n'est pas une terre à vocation agricole, hein, c'est des terres plutôt forestières, mais il y a eu des terres de défrichés qui ont permis aux gens de vivre. Puis nous autres, on voulait aller dans cet esprit-là, conserver le caractère un peu traditionnel. On aime les travaux à l'ancienne. Mais là, c'est sûr qu'avec les années, après 30 ans, à un moment donné, là, on a converti, on a laissé faire les chevaux, on a enlevé les chèvres aussi. Maintenant, il nous reste au niveau animal des poules pondeuses. Et au niveau végétal, bien, on produit plusieurs variétés de légumes, mais surtout des légumes de climat frais. Le climat ici, on le voit aujourd'hui, c'est pas si chaud que ça. Ça fait que ça va bien avec notre climat. On fait très peu, on ne fait pas du tout de tomates, de piments, toutes les plantes qui exigent beaucoup de chaleur. On est plus dans les légumes d'entreposage, de climat frais, tous les racinages qu'on consomme l'hiver, panais, betteraves, carottes, rutabaga, pommes de terre. On fait aussi du chou, brocoli. On a 2 serres, 2 tunnels qui nous permettent de faire un peu de verdure, plus au début de la saison, genre épinards, mesclun, mélange de salade, là, bébé épinards. Fait que c'est pas mal nos productions actuellement. Quand on a affaire avec de la terre plutôt forestière que destinée à l'agriculture, qu'est-ce qu'on doit faire pour justement entretenir cette terre-là pour avoir des légumes de qualité? Bien, ça a des avantages, des inconvénients. Un des avantages de s'installer ici, c'est qu'on n'était pas dans un milieu qui avait été fortement arrosé ou détruit, ou en tout cas affecté par l'utilisation intensive de produits chimiques. Fait qu'on est parti dans des conditions saines. Ça nous a aidé beaucoup au début. Les principales maladies ou même d'insectes qui étaient reconnus dans les légumes ailleurs, dans les régions plus importantes au niveau de la production, n'étaient pas présents ici. C'est sûr qu'avec les années, ils nous ont trouvés, mais quand même, on a été plusieurs années que ça a été tranquille de ce côté-là. Et ça, c'est un avantage d'être dans des régions forestières. Aussi, vous voyez, même si il fait frais en général, mais il y a de la forêt autour, ça fait que les vents nous affectent moins que dans des régions plus agricoles ou plus déboisées. On ne vous a pas posé la question, mais justement l'agriculture biologique, c'est quoi? Bien, c'est l'agriculture qui respecte la vie. Et c'est une question intéressante parce que moi-même, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, c'est quoi? Toute l'agriculture est vivante, me semble. Oui, c'est vrai, l'agriculture, c'est de la vie en général, sauf qu'il y a une nuance entre travailler avec la nature ou contre la nature tout le temps. C'est sûr que même en agriculture biologique, on a des inconvénients, on a des problèmes de culture, des ennemis de culture, des mauvaises herbes, des maladies ou des insectes. Mais au lieu d'essayer
de les éliminer complètement. On essaye de réduire leur impact par toutes sortes de moyens. Donc, c'est une agriculture qui se fait avec la vie au lieu de contre la vie. C'est pour ça qu'on dit l'agriculture biologique, finalement. Dans ce cadre-là, justement, au niveau de l'exploitation rationnelle, ça vous a amené à aller chercher une certification? Oui, parce que ça a commencé, il n'y avait même pas de certification quand on a commencé l'agriculture biologique. Je pense qu'on peut dire qu'on est dans les pionniers, là. Il y en avait un petit peu avant nous aussi, là. Le but, c'était vraiment, comme je vous dis, d'être une alternative à l'agriculture conventionnelle. Mais là, pas longtemps après, on s'est rendu compte que sur les marchés, il y aurait peut-être des personnes susceptibles ou de mauvaise foi susceptibles de vendre des produits qui n'étaient pas nécessairement biologiques pour des produits biologiques. Alors, assez tôt dans le cheminement du biologique, on a pensé à installer une certification des produits pour avoir une crédibilité auprès des gens, pour pas qu'il y ait de fraude dans ce domaine-là. Il y a des visiteurs qui viennent certifier que vous respectez les normes. Tout à fait. Il y a au moins une fois par année qu'il y a une visite d'un inspecteur. Il peut aussi avoir des visites occasionnelles non annoncées. Non annoncées, c'est ça. Okay. Mais généralement, quand c'est des producteurs de longue date, bien là, les certificateurs savent à qui ils ont affaire, puis ils peuvent à ce moment-là espacer les visites. Mais il y en a au moins une par année, et à ce moment-là, l'inspecteur fait une grande démarche là, sur la ferme. D'abord, visite les lieux physiques, visite les champs, visite les bâtiments, tout. Et en plus, va accès aux documents administratifs de la ferme, c'est-à-dire les factures, tout ce qui a été acheté, vendu, puis il y a toute une procédure assez lourde. Puis c'est ce qui peut des fois décourager certains producteurs d'aller vers cette démarche-là, parce qu'il faut être aussi bon pour remplir des papiers que pour produire, quasiment. Organisme de certification. Qu'est-ce que fait Écocert exactement? Écocert a comme mandat de vérifier que les entreprises qui font de la production biologique répondent aux normes de l'agriculture biologique. Donc, on va, sur les entreprises, valider le respect des normes de production. OK. Quand on parle de normes de production, c'est les normes de production végétale, production animale, c'est toute certification et toute production, c'est-à-dire... Oui, la réglementation canadienne prévoit qu'on peut certifier tout type d'aliments destinés soit aux humains, soit au bétail, et ainsi que les plantes qui servent à par exemple, les semences, là. Je suis producteur agricole et j'ai un intérêt pour l'agriculture biologique et j'aimerais aller vers une certification. Quelle est la démarche habituelle qui est à faire? Bon, la norme, elle demande que pour une terre, donc on parlait d'un producteur, pour une terre, il faut que ça fasse 36 mois qu'il n'y a pas eu d'intrants qui ne sont pas permis par l'agriculture biologique sur les sols avant qu'on puisse certifier. Donc, c'est sûr qu'il y a une démarche de transition qui est nécessaire si on était déjà en production agricole non biologique. Là, on doit quand même commencer à faire une transition, une conversion des champs. Lorsqu'on a démarré notre transition, le certificateur n'intervient pas la première année, mais de par la réglementation, l'entreprise, le fermier doit s'inscrire auprès du certificateur 15 mois avant le moment où il veut être certifié et il doit être inspecté l'année précédant la certification. C'est ce qu'on appelle communément la pré-certification. Donc, on va faire le même travail que durant l'année de certification, la vérification de tous les éléments qui doivent être contrôlés, mais l'entreprise ne pourra pas vendre comme étant bio. L'année d'après, elle remplit à nouveau des formulaires où elle nous explique ses pratiques et tout ça. On retourne inspecter et là, c'est possible de certifier les produits. Lorsque vous vous présentez chez un producteur, c'est un auditeur, une auditrice qui va rencontrer le producteur. Qu'est-ce que l'entrepreneur doit ou les propriétaires doivent fournir comme document ou comme preuve? Avant qu'on y aille, avant que l'inspecteur soit mandaté pour y aller, ils ont déjà dû nous présenter leur entreprise puis comment ils vont rencontrer les normes. C'est ce qu'on appelle un plan de production biologique ou un plan de préparation si on est dans l'industrie. Donc, ils nous disent, moi, pour la fertilisation, je vais faire telle chose. Pour la gestion de mes bandes tampons, je vais faire telle autre chose, etc. Donc, ça, c'est déjà vérifié avant. Et là, quand on dit à l'inspecteur, allez, vas-y, l'inspecteur va vérifier dans les registres de l'entreprise que ce que l'entreprise nous dit qu'elle fait, c'est effectivement ce qui est fait. Et aussi, en visitant les champs, les bâtiments, etc., visuellement, va constater là, que c'est bien ça qui est fait. La journée quotidienne, chez vous, ça peut ressembler à quoi? Bien, comme je disais, on a à répondre aux questions des gens qui souhaitent
démarrer en production biologique, donc leur expliquer le processus. On a aussi à réviser les dossiers des gens qui s'inscrivent, donc vérifier qu'ils sont effectivement bel et bien éligibles à la certification. Assigner les inspections, donc planifier les tournées des inspecteurs, leur donner leur mandat, leur donner la documentation qui va leur permettre de faire leur travail. Ensuite de ça, recevoir le rapport de l'inspecteur, en faire l'analyse et émettre une décision. Souvent, il y a des petites choses à corriger. On doit attendre que l'entreprise nous réponde, valider ces informations-là. Et là, on peut émettre un certificat. Après ça, naturellement, c'est le suivi, la surveillance, s'assurer que les étiquettes sont conformes, s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui utilise l'appellation sans être certifié ou notre nom d'entreprise sans être certifié. Donc, c'est beaucoup ça. C'est un peu l'ensemble du travail et puis l'interaction aussi avec les instances, la filière biologique du Québec, par exemple, qui travaille au développement du secteur ou les accréditeurs avec qui on doit discuter de certains enjeux, etc. Est-ce que vous pensez que la certification peut décourager certains producteurs à vouloir être certifiés biologiques, étant donné est-ce que c'est lourd? Bien, il y a ceux qui font de l'agriculture biologique parce qu'ils croient à l'agriculture biologique. Et souvent, les autres, ils vont se faire certifier pour garantir que leurs produits se rendent de même jusqu'au bout. Sauf peut-être certaines fermes qui vendent dans une échelle plus restreinte. Ils sont connus de leurs consommateurs, ils sont hésitants à embarquer dans un processus qui est quand même assez lourd administrativement. Il y a aussi des producteurs qui vont vers l'agriculture biologique pour le marché parce qu'ils représentent une opportunité de marché. De plus en plus, il y a une demande importante pour les produits bio. Donc, il y a des producteurs qui vont aller vers la production bio, peut-être pas autant par principe, mais ils vont quand même être obligés, être tenus à respecter les normes rigoureuses. Puis c'est assez sérieux comme norme. Là. Il y a beaucoup de choses à compléter là-dedans. La Financière agricole du Québec est une organisation de première ligne dans le développement du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. La Financière agricole du Québec, 1-800-749-3646. Depuis 1982, la MRC de Kamouraska favorise le développement local et le soutien à l'entrepreneuriat sur son territoire. La MRC de Kamouraska, fier partenaire de l'émission Le Pied Ferme, 88 492 1660. Aujourd'hui, à notre chronique vétérinaire au pied ferme, on parle de vermifuges des animaux Heidi. On sait que c'est très important, les analyses chez les animaux de compagnie. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bien, en fait, quand on parle de vermifugation, ce qu'il faut comprendre, c'est un médicament, un traitement qu'on va faire pour éliminer des parasites. Okay? Donc, quand on parle de vermifugation, on parle de parasites comme les vers, ce que les gens appellent communément les vers qui ont dans les intestins, mais aussi les parasites externes, comme les puces, les mites, toutes sortes de petits parasites qu'on peut retrouver sur la peau d'un animal. On peut les retrouver sur la peau des animaux, mais oui. Ils originent d'où? Ils viennent de où, ces parasites-là? Bien, en fait, les parasites vont venir d'un autre animal, hein? Soit d'un animal de la même espèce, soit d'un autre, qui peut être un autre qu'on appelle, je vais vous épargner bien des termes, là, mais comme des autres parathéniques, on va dire, donc des autres qui sont des transferts. Ils sont porteurs, mais l'espèce finale, le but ultime du parasite, c'est de se retrouver sur votre chien ou votre chat. Donc, il va emprunter un milieu de transport pour se rendre à l'animal de prédilection. Meilleur exemple de ça, c'est les chats qui chassent, qui avalent les petits mulots, qui sont porteurs d'un parasite qui, en fait, veut absolument s'en aller dans l'intestin des chats, le ver plat. Donc, ils vont les attraper soit en contact direct, en ingérant des proies contaminées, en sentant des selles contaminées, hein, parce que les parasites, en fait, comme leur cycle de vie, la manière qu'ils sont faits, c'est que leur but, c'est de se reproduire, hein, un peu comme n'importe quel animal dans la nature. Mais eux, pour se reproduire, ont besoin de l'assistance d'un animal qui va les aider. Donc, ils parasitent un système. Mais la plupart des vers vont vouloir demeurer à l'intérieur et ce qui va sortir à l'extérieur, c'est des œufs. Puis c'est pour ça que l'analyse est importante parce que les œufs des parasites, c'est pas visible à l'œil nu. C'est microscopique. Donc, ce qu'on veut aller voir, c'est si est-ce qu'il y a des parasites à l'intérieur qui sont en train de pondre des œufs pour se multiplier à l'extérieur et qu'il y a d'autres animaux qui, en sentant les selles, en les ingérant,
vont se contaminer et continuer la chaîne de reproduction de nos fabuleux parasites. Quel est le danger de ne pas faire vermifuger ces animaux pendant plusieurs années, par exemple? Bien, en fait, je départagerais les dangers en 2 catégories. Il y a les dangers pour l'animal, c'est bien certain qu'on n'est jamais content d'avoir nos animaux malades, et il y a les dangers pour l'humain. Pour ce qui est des dangers des animaux, bien, il y a certains parasites qui ne sont pas transmissibles à l'homme du tout. L'animal peut développer, c'est des parasites externes comme puces, mites, tout ça, peut développer des problèmes de peau chroniques qui vont amener des surinfections bactériennes. Donc, l'animal va avoir du pus, des croûtes, tout ça, développer des problèmes. Et il y a des animaux qui sont allergiques aussi aux piqûres de ces insectes-là qui vont développer des espèces de gros raches épouvantables. Pour ce qui est des parasites internes, bien, c'est sûr que si on parle du fameux ver plat encore, qui va rester très longtemps dans les intestins, qui est très long, il va se nourrir, cet animal-là. Là. C'est un petit animal, mais il se nourrit, puis il se nourrit de ce que l'animal mange. Donc, il va carencer ultimement l'animal. Donc, lui, ses réserves vont fondre, et souvent, des animaux vont devenir très maigres, le poil grichou, ils ne seront pas beaux, puis ils vont avoir des difficultés, ils vont même avoir des problèmes de dents, tout ça. Et ça fait des inflammations chroniques au niveau du système digestif. Donc, il y a aussi le côté du danger pour les humains. Donc, on sait que oui, les parasites, il y a certains parasites qui sont transmissibles à l'humain. Il y en a qui sont vraiment transmissibles de façon directe comme ça, puis on sait que bon, les puces ne sont pas super attirées vers nous, mais ils peuvent goûter, ils n'ont aucun problème avec ça. Mais il y a des parasites aussi dont nous sommes les autres accidentels. Ce que je veux dire, c'est que, bon, pour X raisons, c'est souvent les jeunes enfants qui vont être à problème. Votre chien, un petit peu de matière fécale sur lui, s'est roulé dans la pelouse, il y avait des selles. Bon, l'enfant de 2 ans arrive, flatte son chien la bouche ouverte, taponne le chien, se met les mains dans la bouche. Il y a des particules fécales qui sont ingérées, qui contiennent des œufs. Le parasite, une fois dans l'intestin, ça a l'air niaiseux à dire, mais il ne se reconnaît pas. Il cherche un intestin de chien. Il n'y en a pas d'intestin de chien, c'est un intestin d'enfant. Il va partir à la recherche de l'intestin de chien. Il va rentrer dans les organes. Il va aller visiter le foie, il va aller visiter les yeux, il va aller visiter le cerveau et souvent, il reste entrappé dans ces organes-là. Ça... Oui, c'est pas tellement le fun. Puis plus le système immunitaire d'une personne est diminué, plus on a de problèmes, de risques que ça puisse arriver. Donc, un enfant on sait, les enfants ont un système immunitaire qui est plus ou moins mature, ils sont en train de se le construire. Fait qu'eux sont des personnes qui sont très, très, très à risque. Les autres personnes très à risque, femmes enceintes, qui peuvent attraper, entre autres, là, comme la toxoplasmose, qui est un parasite transmis dans les selles de chat, qui peuvent aller faire des dommages au fœtus. Okay? Et on a aussi là, des parasites là, qui vont aller traverser justement chez les personnes qui sont immunosupprimées. Donc, on parle de gens qui malheureusement souhaitent le sida, mais on parle tout le temps immunosupprimés, on pense au sida. On pense toujours à ça, oui. Mais on ne pense pas à nos gens qui sont en chimiothérapie, que leur système immunitaire est vraiment descendu par les traitements contre le cancer. Et Dieu sait que malheureusement, maintenant, il y en a beaucoup dans les familles et on ne peut pas le prévoir. Fait qu'il faut penser à ça versus l'exposition de nos animaux. Fait qu'ici, M. Bélanger, moi, je vois un chou bleu, mais c'est pas du chou bleu. Bien, c'est vrai que la couleur est bleutée, mais c'est un chou rouge, c'est un chou de variété ancienne, c'est un rubis perfection, puis c'est un chou qui va être prêt à l'automne. Il y en a qu'on va commencer à récolter la semaine prochaine, puis la récolte va se prolonger pour quelques semaines, puis même on peut en entreposer un petit bout, mais c'est pas un chou qui va se conserver tout l'hiver. Okay. Là, je ne suis pas trop daltonienne, fait que ça, c'est un chou vert? Oui, tout à fait. Dans le chou vert, là aussi, on a des choux d'été qui ont été récoltés, qu'on a fini déjà de récolter. Ils sont plus petits, plus croustillants, plus tendres, moins pesants, mais ils ne se conserveraient pas. On a des choux d'automne, ça en est ici, qui sont prêts. Le chou d'automne va être entre les deux. Pas aussi dur qu'un chou d'hiver, mais il va toffer plus qu'un chou d'été. Puis le chou d'hiver, bien, lui, c'est vraiment lui qu'on va faire jusqu'au mois d'avril, qui va se conserver facilement jusqu'en avril. OK. Là, on peut-tu emprunter un truc, là? Je regarde les feuilles de chou, ils sont pas trop perforées, il y a juste lui qui est magané un petit peu. Comment vous faites pour contrôler ça? C'est une bonne question, parce qu'ici, c'est pas parce qu'on est en biologique qu'on n'a pas d'intervention à faire pour garder nos cultures en bon état. Pour les choux, spécifiquement, on a accès à un insecticide naturel, biologique,
qui est faite à base de Bacillus thuringiensis. C'est une bactérie qui s'attaque au système digestif des larves de lépidoptère. C'est très, très spécifique. On peut en boire un grand verre, ça ne nous fera rien, mais ça rend les larves de lépidoptère qui creusent des trous dans les feuilles de chou, ça les rend malades puis ça les fait disparaître. Mais ça nuit pas aux insectes autres, ça nuit pas aux humains non plus. C'est vraiment un produit intéressant qui a été développé, puis il y aurait beaucoup de développement à faire encore. Au niveau du marché des produits biologiques, est-ce que, dans certains cas, au niveau de la production, il y a quand même des frais additionnels à cause de la manipulation ou le travail au niveau du champ? Est-ce qu'il y a une grosse différence, selon vous, au niveau monétaire entre les coûts d'un produit biologique ou conventionnel? Ça dépend toujours de la production. Il y a des productions qui demandent beaucoup de manipulation, justement, de sarclage manuel ou qui demandent qu'on fasse beaucoup de travail avec le tracteur ou autrement. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que le coût est plus élevé que pour une production qui ne serait pas bio. Mais par contre, dans certains types de production, les coûts sont similaires. Et par exemple, en production animale, ce que les entrepreneurs ou les fermiers nous disent, c'est que ils ont peut-être augmenté les coûts dans une certaine activité, mais ils ont diminué, par exemple, au niveau des traitements vétérinaires. Donc, ça vient compenser. À qui revient la responsabilité de s'assurer que les produits qu'on achète sont certifiés bio? C'est au Québec, il y a un organisme qui a été mandaté par le ministère, qui détient son mandat, là, vraiment, c'est dans la loi, c'est le CARTV, le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, qui a une instance de surveillance, une personne qui fait le tour des commerces et qui va s'assurer que tous les produits qui sont vendus comme étant biologiques sont étiquetés correctement et bel et bien certifiés. Au Canada, ça dépend des provinces. La réglementation canadienne, elle s'applique lorsqu'on transige le produit entre une province et une autre ou lorsqu'on utilise le logo canadien. Donc, à l'intérieur de la province même, s'il n'y a pas de réglementation, c'est sûr qu'on peut continuer à dire que c'est bio sans être certifié. Mais actuellement, il y a le Manitoba qui vient de voter sa réglementation, la Colombie-Britannique qui en a une, et les autres provinces regardent un petit peu comment ça va et éventuellement vont probablement en adopter également. Donc, au niveau canadien, c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui vérifie sur les tablettes que les allégations sont vraies. Si on regarde au niveau de l'approvisionnement en produits biologiques, dans certains cas, on dit, OK, au niveau québécois, au niveau canadien, on suit beaucoup les producteurs. Quand on fait de l'importation de produits biologiques outre-mer ou de d'autres régions nord-américaines, comment vous nous expliquez ça? Est-ce qu'on peut avoir peur ou bien on a peur d'avoir peur dans ce cas-là? Si on parle des produits américains, on a une entente avec les États-Unis. On a considéré que nos systèmes étaient équivalents. Donc, un produit qui arrive des États-Unis, qui est certifié bio selon les règles américaines, on a considéré que c'était la même chose qu'un produit canadien. Donc, on ne devrait pas s'inquiéter. Même chose pour un produit européen. C'est sûr que quand on parle de d'autres pays, parfois, ils n'ont pas des systèmes, mais habituellement, quand on est rendu à exporter, puis qu'on est dans un pays, je ne sais pas, en Afrique ou en Asie, on va chercher la certification du pays où on veut exporter. Donc, on doit répondre aux mêmes normes que le pays d'importation. OK. Fait qu'il y a quand même des normes qui sont très strictes et suivies par des professionnels comme vous qui nous permettent de croire en la certification qui est Oui, il y a des présentée. organismes de certification partout à travers le monde et il y a des organismes qui chapeautent ces organismes de certification-là, qu'on appelle des accréditeurs, partout à travers le monde. Donc, autant on surveille nos entreprises qui sont clientes, autant nous sommes surveillés pour faire adéquatement notre travail. Fait que je pense que le consommateur québécois, canadien peut acheter des produits biologiques en confiance, en autant qu'il y a une preuve de certification qui est obligatoire au Québec, qui n'est pas tout à fait le cas encore dans toutes les provinces canadiennes, mais quand on sait que ça a été certifié, c'est que quelqu'un est allé vérifier et ce qu'on nous dit, c'est ce qui se passe. Au niveau de la mise en marché, oui, ferme la source, écoule les produits dans quel secteur et les consommateurs qui seraient intéressés justement en écoutant l'émission de se procurer de vos produits, comment ils peuvent... Bien, nous, on est présents déjà dans les épiceries. On a rentré à l'époque où c'était encore possible de se faire une place, puis la place, elle a été conservée dans le trajet de Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Jean-Port-Joli jusqu'à Québec. On est présent dans les supermarchés. Et on garde cette place-là. On est aussi présent de façon pour des marchés alternatifs comme des paniers. On contribue à faire des paniers comme la formule qu'on entend parler avec Équiterre, l'agriculture soutenue par la communauté. Et aussi, à Québec, on est au marché de solidarité pour
une vente virtuelle, là. Une autre formule qui est alternative aussi. On fait des magasins d'aliments naturels. Saint-Pascal, on a été avec la coopérative Églantier, mais maintenant, c'est plus difficile pour nous de... Puis je pense que la coopérative a eu des problèmes. Après 33 ans en production, est-ce qu'il y a des projets de développement, des projets d'expansion, de transfert? On en est rendu où dans l'entreprise La Source? On est essoufflé un peu. On est toujours content de faire ça, c'est une passion. Mais c'est un peu comme je pense, un peu comme des accouchements pour une femme. Je pense que si elle n'oublierait pas ce que ça a été, elle n'en ferait pas d'autres. Puis nous autres, bien, c'est un peu la même chose. À chaque hiver, on réussit à oublier la saison suivante. C'est un défi à chaque année. C'est un défi qu'on aime encore, mais qu'on sent qu'on ne pourra pas faire continuellement. Fait qu'on serait ouvert à de la relève. Il n'y a pas actuellement de projet précis de relève. D'ailleurs, on est ouvert à de la relève non apparentée. OK. Le message est passé aux auditeurs, aux auditrices. On aimerait ça que ça se continue. On trouverait ça triste de laisser aller ce qu'on a créé, puis de laisser les terres peut-être se reprendre en ondes ou en culture, en friche. Le mot de la fin pour les auditeurs qui auraient un intérêt justement peut-être à prendre une relève ou à développer des produits biologiques, qu'est-ce que vous leur dites? Bien, je trouve que c'est l'avenir. Je trouve que c'est un moyen de vivre en harmonie pour ceux là, qui sont préoccupés par les ressources, par la planète, par l'environnement. Bien, arrêtez de juste en parler, mais passez à l'action. Faites comme nous, là, faites des projets. C'est pas obligé d'être de l'agriculture, mais vivez selon vos valeurs. Je pense que c'est ça aussi qu'on a voulu préconiser. On avait des préoccupations par rapport à l'environnement, par rapport à la santé. Puis de pouvoir vivre en respectant ces préoccupations-là ou en voulant trouver des solutions, bien, je pense que ça nous rend satisfaits de ce qu'on a fait. Donc, vous êtes maintenant, on l'espère, mieux outillés pour reconnaître un produit certifié biologique d'un produit qui ne l'est pas. Et ce, grâce à nos participants à l'émission, M. Bélanger et Mme Gravel. Avec plus de 3700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe coopératif Dinaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe coopératif Dinaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied Ferme. La Financière agricole du Québec est une organisation de première ligne dans le développement du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. La Financière agricole du Québec, 1-800-749-3646.